Alors, dans cette vidéo, sur le module 3, on va parler d'indicateurs de tendance centrale, d'indicateurs de dispersion, on va aussi parler d'asymétrie, de robustesse et de transformation de données. Mais tout de suite, commençons avec les quantiles. Et avec la définition des quantiles, c'est la suivante. Donc le P et M quantile dans un jeu de données, c'est une valeur telle qu'une proportion P des données ont des valeurs en dessous d'elle, et donc une proportion 1 moins P des données ont une valeur au-dessus d'elle. Et parmi tous ces quantiles possibles, en fait, il y en a une infinité parce qu'on peut prendre n'importe quel P entre 0 et 1. Il y en a donc parmi tous ces quantiles, certains qui sont plus populaires que d'autres, notamment le quartile inférieur, c'est le quantile à 0,25, la médiane, qui est le quantile à 0,5, et donc le quartile supérieur. Alors pour calculer un quantile, a priori, c'est pas très compliqué. La méthode, c'est simplement qu'on doit connaître le P associé au quantile qu'on veut calculer, par exemple 0,5, 0,6 ou n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Et ensuite, on va prendre les valeurs dans notre échantillon, on va les classer par ordre croissant, et on va sélectionner la bonne valeur telle qu'on ait effectivement une proportion P des données qui soit inférieure à cette valeur et une proportion moins P des données qui soit supérieure à cette valeur. Alors je vous ai fait un petit exemple pour qu'on entre dans le détail de la détermination d'un quantile. Donc partons des observations que j'ai données ici, 8, 7, 9, 1, 10, et comme je vous ai dit avant, la première chose à faire, c'est de trier par ordre croissant les données. Ce que j'ai fait ici, 1, 7, 8, 9, 10, donc on a 5 données ici. Prenons maintenant par exemple le quantile à 0,5, donc pour rappel c'est la médiane. Bah ici ça paraît assez simple parce qu'on a un nombre impair de données, donc si on prend le 8 ici, on voit effectivement que dans l'échantillon qui restera, donc 1, 7, 9, 10, on aura bien deux valeurs qui seront en dessous de ce 8, alors qu'il y a 4 valeurs dans l'échantillon restant une fois qu'on a sélectionné le 8, donc ce qui fait bien qu'on aura 50% des valeurs dans l'échantillon restant qui seront inférieures à 8. Jusque là tout va bien. Maintenant, calculons par exemple le quartile inférieur, donc avec un P égale à 0,25. On voit bien qu'ici, si on prend le 7, alors dans l'échantillon restant 1, 8, 9, 10, on aura bien un quart des valeurs qui seront inférieures, c'est-à-dire qu'il y aura juste le 1 qui fera une observation par rapport aux 4 observations qui restent dans l'échantillon une fois qu'on a pris le 7. Donc on aura bien 0,25, une proportion 0,25 des données qui seront inférieures à ce 7. Donc jusque-là, tout va bien encore. Mais maintenant, changeons un petit peu le problème. Disons qu'à partir de ces observations-là, on a eu tout à coup une nouvelle observation qui est un 9, que j'ai mis ici en rouge. Donc on a un 9 supplémentaire, on en avait déjà un avant. Puis maintenant, calculons à nouveau, ou plutôt intéressons-nous à nouveau au quartile inférieur. Eh bien, ici, le quartile inférieur, ce sera plus 7, parce que la proportion des valeurs qui sont inférieures à 7 dans l'échantillon restant sera de 1 sur 5. En effet, si on retire le 7 ici, on aura donc une observation qui sera inférieure à 7, mais l'échantillon restant, c'est 1, 8, 9, 9, 10. Donc la proportion de valeurs dans l'échantillon restant qui seront inférieures à 7 sera de 1 sur 5, ce qui vaut 0,2, et pas 0,25. Donc en fait, 7 est le quantile avec un P de 0,2. Est-ce que c'est la valeur 8? Non, parce que si on fait la même opération, on se rend compte que en fait 8, c'est le quantile avec un P de 0,4. Donc en fait, on voit bien ici que c'est ni 7 ni 8, parce que 7, c'est le quantile à 0,2, 8, c'est le quantile à 0,4, or nous, on cherche le quantile à 0,25. Donc on voit bien que c'est entre 7 et 8, et ça a plutôt tendance à être plus proche de 7 que de 8, parce que 0,25 c'est plus proche de 0,2 que de 0,4. Et la méthode qu'on étudie dans le cours pour calculer le quantile quand on tombe pas exactement sur la bonne valeur, c'est la suivante. On va calculer le rang du quantile. Et le rang du quantile, c'est en fait la position qu'on peut associer à notre quantile. Ça se calcule comme suit, donc P, on sait ce que c'est la proportion du quantile en question, N, c'est le nombre d'observations, donc ça va être P fois N-1 plus 1. Donc si on se repose la question de ce que vaut le quantile 0,25, alors ici on reprend le cas où on avait 5 observations. On se rappelle qu'on avait la valeur 7 pour le quantile. Ici, si on calcule le rang, comme avec la formule qu'on a ici, donc ça va faire 0,25 fois 5 moins 1 plus 1, ce qui nous fait 2.
Et donc, ce calcul-là nous dit que notre quantile à 0,25, quand on a ces données-là, c'est la valeur qui est à la deuxième position. Or, la valeur qui est à la deuxième position, c'est 7. Maintenant, pour le cas suivant, où j'avais rajouté une observation 9, donc le nombre d'observations passe à 6. Le rang, si on le calcule, ça nous donne 2,25, ce qui veut dire que notre quantile à 0,25 se trouve à la 2,25e position. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur à la deuxième position, qui est le 7, et ensuite on va parcourir 25% du chemin entre la valeur à la deuxième position et la valeur à la troisième position. Donc 7 plus 25% du chemin, et le chemin, la taille du chemin, c'est 1 parce que ici l'observation qui est à la troisième position, c'est 8, l'observation qui est à la deuxième position, c'est 7. Donc la distance entre les deux, c'est 1. Ce qui nous donne donc 7 plus 0,25 fois 1, ce qui fait 7,25. Pareil, si j'ajoute encore une observation en plus du 9 d'avant au-dessus, un petit peu loin, comme ça ne nous dérange pas trop dans l'endroit où on calcule notre quantile à 0,25, et bien cette fois-ci on a 7 observations. Si on fait le calcul du rang, on obtient la valeur 2,5, donc la position de notre quantile à 0,25, c'est 2,5. Donc cette fois-ci, on prend donc la valeur à la deuxième position, et on lui ajoute la moitié du chemin entre la valeur à la deuxième position et la valeur à la troisième position. Donc la moitié, c'est 0,5 fois, et la taille du chemin, c'est de nouveau 1. Donc ça nous fait 7,5. Alors maintenant, ça c'était quand on pouvait calculer le quantile à partir des observations ponctuelles qu'on avait, mais si on nous donne simplement une table de fréquence. Alors ici, en faisant l'hypothèse que la répartition des données à l'intérieur des classes est uniforme, on va pouvoir calculer n'importe quel quantile. Et voilà la manière dont on va s'y prendre. Donc, ici à droite, on a une table de fréquences, avec dans la colonne du milieu la fréquence relative pour chaque classe, et dans la colonne de droite la fréquence relative cumulée. Donc en fait, dans la colonne de droite, on a un certain nombre de quantiles gratuits, enfin gratuitement, sans avoir à les calculer. Par exemple ici, on sait que le quantile à 0,6%, c'est 25, parce qu'on sait que dans nos données, on a 0,6% de nos valeurs qui sont inférieures à 25. Le quantile à 1,1%, c'est 50, parce qu'on sait que dans nos données, on a 1,1% de nos données qui sont inférieures à 50, et ainsi de suite. Donc maintenant, si on s'intéresse à la médiane, donc la médiane, c'est le quantile à 50%. Mais ici, le problème, c'est qu'on n'a pas le quantile à 50%. On a le quantile à 43,8% et il vaut 150, et on a le quantile à 65,9% et il vaut 200. Donc la manière dont on va procéder, elle est illustrée en fait à gauche, là dans ce petit graphique, et c'est la suivante. Donc on sait donc que le quantile à 50% va être entre le quantile à 43,8% et à 65,9%, parce que 50% c'est entre ces deux pourcentages. Donc en termes de valeur, notre quantile va être entre 150 et 200. Et on voit aussi que, étant donné que 50% c'est plus proche de 43,8 que de 65,9, si on fait l'hypothèse que nos données elles sont un peu uniformément réparties dans cette classe-là, alors on saura que notre quantile à 50% va être plus proche de 43,8% que de 65,9%. Et la manière rigoureuse qu'on va utiliser pour calculer ça, c'est simplement une règle de 3. On va regarder qu'est-ce que ce 6,2 représente par rapport à ce 22,1 et on va traduire ce rapport-là dans cette distance-là entre 150 et 200. Donc ce 6,2 par rapport à ce 22,1, ça représente 0,28, 0,5, etc. Je vous laisse faire ça sur votre calculette. Et donc, ce 6,2 est à 28% de cet intervalle-là, à peu près. Et donc, nous, notre quantile ici, si on traduit ça sur cet axe-là, on doit aussi être à 28% de cet intervalle-là. Or, la taille de cet intervalle-là, c'est 50, donc on doit être à 14,027 et quelques. Et donc, notre médiane, notre quantile à 50% sera à 150 plus 14,027 et quelques, donc ce qui nous fait 164,027 et quelques. Donc c'est simplement une règle de 3.
Alors voilà, c'est tout pour les quantiles pour l'instant. Et puis, donc rappelez-vous, les modules 2 et 3, il s'agit de prendre nos données et d'essayer d'extraire des informations à partir de nos données. Donc les quantiles, c'est intéressant, ça nous sépare nos observations en deux groupes, ça nous dit, voilà, il y a tant d'observations qui sont en dessous de cette valeur, tant d'observations en dessus de cette valeur, et ainsi de suite. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir vers où sont concentrées nos données. Et pour ce faire, on va utiliser les indicateurs de tendance centrale. Alors le premier qu'on vous présente, c'est le mode, c'est-à-dire en gros sur votre graphique, ça va être le bâton avec la taille la plus haute. Alors si vous avez une variable discrète, c'est donc la valeur la plus fréquente. Si vous avez une variable continue, c'est la classe avec la barre la plus haute. Et si vous avez une densité, bah, ça va être là aussi la classe avec la densité la plus haute. Et donc ça c'est un des indicateurs de tendance centrale possible. Un autre, c'est simplement la médiane, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il y a 50% des valeurs qui seront en dessous de la médiane et 50% des valeurs qui seront en dessus de la médiane. Donc ça, c'est une autre possibilité d'indicateur de tendance centrale. Et la dernière possibilité qu'on voit dans le cours, c'est la moyenne, que normalement vous connaissez tous assez bien. Donc là aussi, c'est un point central par rapport à nos données. Et vous voyez ici deux manières de la calculer. Une, quand on possède donc n observations. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. On fait juste la somme de nos observations et on divise par le nombre d'observations. Et la deuxième méthode, c'est quand on n'a pas accès directement aux données, mais seulement à une table de fréquences. Dans ce cas-là, on utilise donc la formule qui est en bas. Et je reviendrai un tout petit peu plus tard sur cette formule quand je parlerai aussi de la variance calculée à partir des tables de fréquences. De manière générale, la moyenne, si on calcule la moyenne à partir des données brutes ou à partir d'une table de fréquences qu'on a construite à partir des données brutes, ce ne sera pas exactement la même chose. Ça peut arriver que ce soit la même chose, mais même si c'est différent, ce ne sera pas très différent. Alors maintenant qu'on a parlé de ces indicateurs de tendance centrale, une notion qui est importante, c'est celle de robustesse. En fait, elle s'applique aussi à d'autres indicateurs statistiques, mais elle s'illustre bien, en l'occurrence, avec la médiane et la moyenne. Donc on dit qu'une statistique n'est pas robuste si sa valeur peut être très grandement influencée par une seule valeur extrême, une seule observation extrême. Et donc la moyenne est typiquement un cas d'indicateur statistique qui n'est pas robuste, alors que la médiane est typiquement le cas d'un indicateur statistique qui est robuste. Donc si vous voulez, la médiane est une sorte d'alternative robuste à la moyenne. Ça ne veut pas spécialement dire que la médiane est mieux ou que la moyenne est mieux, mais ça veut juste dire qu'elles ont des propriétés différentes qui peuvent les rendre intéressantes ou pas dans certaines situations. Et donc je vous ai pris cet exemple-là. Imaginez qu'on ait trois observations, 1, 2 et 3. Alors la moyenne sera 2 et la médiane sera 2 également. Et maintenant, on remplace la dernière observation qui était 3 par 1002. La moyenne devient 335 alors que la médiane reste égale à 2. Donc vous voyez, la médiane a été robuste à cette valeur extrême alors que la moyenne a été grandement influencée. Donc ici, on voit bien que la qualité de la médiane, c'est d'être robuste, c'est de ne pas être influencée par les valeurs extrêmes, mais d'un autre côté, c'est comme si elle perdait aussi un petit peu d'informations, parce que ici, la moyenne nous dit effectivement qu'il y a une très grande donnée à droite, alors que la médiane ne nous le dit pas par rapport à cette situation-là. Alors maintenant qu'on a parlé du concept de robustesse, dont est pourvue la médiane et dont est dépourvue la moyenne, on peut parler du concept de symétrie ou d'asymétrie d'une distribution. Donc sous les yeux, on vous a représenté un histogramme, disons, donc pour une variable continue, mais où toutes les classes ont la même amplitude. Donc c'est pour ça que sur l'axe des Y, vous avez la fréquence relative. Enfin, ça, ce sont des détails pour l'instant. Et disons qu'on a un très grand nombre de classes et qu'on a représenté juste à chaque fois le haut des barres de chaque classe. Donc c'est pour ça que vous avez ce graphique sous les yeux. Il manque juste les barres horizontales, mais c'est beaucoup plus joli de représenter comme ça. Et donc là, vous avez trois possibilités. Dans la première, vous avez une distribution qui est la distribution des fréquences, si vous voulez. Elle est totalement symétrique autour d'un point central. Et puis ce point central coïncide exactement avec la moyenne, le mode et la médiane. Donc on voit bien que
la fréquence relative est symétrique autour de ce point central. C'est pour ça qu'on dira que la distribution de nos données est symétrique, ou la distribution tout court est symétrique. Ensuite, sur les deux graphiques du bas, on voit qu'il y a des distributions asymétriques. Dans le cas en bas à gauche, on voit que c'est asymétrique à droite, dans le sens où on voit que il y a, la fréquence relative continue à être un petit peu élevée pour des grandes valeurs à droite, alors qu'elle va très vite à zéro pour des valeurs à gauche. Et donc, dans cet exemple-là, on voit aussi que la moyenne est supérieure à la médiane, ce qui correspond bien à ce que le graphique nous montre, dans le sens où on a pas mal d'observations extrêmes à droite, et donc ces observations-là ont influencé la moyenne, et c'est pour ça que la moyenne va être plus grande que la médiane. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la robustesse de la médiane, par rapport à la non-robustesse de la moyenne. De la même manière, pour le graphique en bas à droite, eh bien on voit que cette fois-ci la distribution est asymétrique à gauche, parce qu'on a tendance à avoir pas mal d'observations, à avoir quelques observations très loin à gauche, et on sait qu'on a quelques observations très loin à gauche parce qu'on sait que la fréquence relative très loin à gauche n'est pas exactement égale à 0. Elle est un petit peu plus grande que 0, alors qu'à droite, elle va tout de suite à 0. Et donc là, de la même manière, donc, la moyenne est inférieure à la médiane à cause de cela, parce que la moyenne a été influencée par les valeurs extrêmes à gauche de la distribution. Maintenant, venons-en aux indicateurs de dispersion. Donc, dans la partie précédente de la vidéo, on a vu les indicateurs de tendance centrale qui nous disaient vers où sont concentrées nos données. On a aussi vu ce concept de symétrie ou d'asymétrie. Est-ce que nos données ont tendance à être un peu étalées à gauche ou à droite de la distribution? Et puis maintenant, on s'intéresse à des indicateurs de dispersion qui vont nous dire est-ce que les données ont tendance à être concentrées autour de notre point central ou est-ce qu'elles ont tendance à être très étendues autour de notre point central? Alors là, de nouveau, il n'y a pas une seule mesure de ce genre d'informations. La première qu'on va étudier, enfin, elle n'est pas très compliquée, c'est juste l'étendue. On va soustraire le minimum au maximum. La deuxième, c'est une adaptation un petit peu de l'étendue, c'est l'intervalle interquartile. Donc on prend le quartile supérieur et on soustrait le quartile inférieur. Donc si vous voulez, c'est comme l'étendue, mais on a retiré les valeurs les plus extrêmes, donc au-dessus du quartile supérieur et en dessous du quartile inférieur. Et ensuite, on a la variance et l'écart type. L'écart type, c'est juste la racine carrée de la variance. Et donc maintenant, parlons plus précisément de la variance. Donc en fait, on vous construit les étapes ici pour comprendre ce que c'est la variance. Donc pour calculer la variance, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va calculer la moyenne. Et ensuite, pour chacune des observations ou alors pour chacune des classes, on va calculer l'écart entre l'observation ou entre le point central de la classe et la moyenne. Ensuite, étant donné qu'il peut y avoir des écarts qui sont positifs et des écarts qui sont négatifs, pour éviter que tous ces écarts se compensent exactement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever ça au carré. Parce qu'en élevant ça au carré, notre écart, en fait, il va toujours être positif. Et donc ensuite, on va semer chacun de ces écarts au carré. Donc on aura la somme des écarts au carré. Et finalement, la variance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écart au carré moyen. Donc pour calculer la moyenne des écarts au carré, eh ben, cette somme ici, on doit la diviser par le nombre d'écarts. Donc normalement, on devrait la diviser par n. On devrait avoir 1 sur n somme des écarts au carré, ce qui nous donnerait effectivement l'écart au carré moyen. Mais en fait, pour des raisons de biais, on divise par 1 sur n-1. Alors la raison, vous la verrez plus en détail plus tard, mais c'est pour simplement éviter le biais de notre estimateur. Ça veut dire que si on divisait par n et qu'on répétait et qu'on estimait un très grand nombre de fois la variance, alors au bout d'un très grand nombre de fois, on verrait qu'on ne tombe pas tout à fait sur la vraie variance, mais sur quelque chose qui est un tout petit peu différent. Mais pour l'instant, tenez pas tellement compte de ça. Rappelez-vous par contre très bien, il faut vraiment s'en rappeler, qu'il faut diviser par n-1 et pas par n. Donc la variance en fait va être élevée si les observations vont être très dispersées autour de la moyenne. Parce qu'en effet, si les observations en général seront assez éloignées de la moyenne, alors pour chacun des xi moins x bar,
la valeur en valeur absolue sera assez élevée. Soit on sera très loin de la moyenne à gauche, donc on aura une valeur négative, soit très loin de la moyenne à droite, donc on aura une valeur positive. Ensuite, quand on prendra cet écart au carré, alors ça deviendra positif et encore plus grand. Et donc la somme des écarts au carré sera très élevée quand on aura des observations qui seront très dispersées autour de la moyenne. Et finalement, quand on divise par n-1, ça va rester très élevé par rapport à une situation où on aurait des valeurs qui sont très proches de la moyenne. Donc une variance élevée correspond à des observations qui sont très dispersées autour de la moyenne. Et après, finalement, l'écart type, c'est simplement que on ramène donc la variance, comment dire, on prend la racine carrée de la variance. Donc si vous voulez, c'est comme quelque part si on tentait un petit peu d'annuler ce carré qu'on avait pris précédemment en prenant ensuite la racine carrée du résultat qu'on a obtenu. Ensuite, si on ne dispose pas des données directement, mais de la table de fréquence, alors, comme pour la moyenne précédemment, on est aussi capable de calculer la variance à partir d'une table de fréquence en utilisant une de ces 4 formules qui sont en fait toutes équivalentes. Alors voilà, je vous ai préparé ce petit document pour vous montrer l'équivalence entre les 4 formules. Peut-être assurez-vous d'être bien à l'aise avec les propriétés du signe de sommation parce qu'on va l'utiliser. Et puis commençons en fait tout d'abord avec la formule de la moyenne calculée à partir de la table de fréquence. Alors simplement dans le cours on nous donne la formule qui est au-dessus. Et puis si on s'amuse à rentrer le 1 sur n à l'intérieur de la sommation, alors à mon sens on peut un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc ici la somme elle est faite sur toutes les classes, donc de la première classe à la dernière classe. Ça veut dire qu'on a un nombre C de classes. Et en fait pour chacune des classes on a pris le point central de la classe, qui est xi point, et donc on le multiplie à chaque fois par sa fréquence relative. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est une somme pondérée par une somme d'observations pondérée par les fréquences relatives. Donc on fait une moyenne pondérée en fait. Pour la variance calculée à partir de la table de fréquence, voilà comment est-ce qu'on peut passer des versions d'une des formules à l'autre que vous avez dans le cours. Donc si on part de cette première formule ici, alors à l'intérieur de la sommation, on peut faire apparaître un n sur n, parce que n sur n, c'est égal à 1. Quelque chose divisé par lui-même, c'est égal à 1. Donc c'est complètement équivalent de rien mettre ou de mettre un n sur n. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on peut sortir le n qui est au-dessus de la barre de fraction, on le sort en dehors de la somme, et le n qui est en dessous de la barre de fraction, on le distribue à la fréquence, de telle manière à ce que maintenant on ait la fréquence relative ici, et on a le n qui est dehors ici. Et donc ça, c'est la deuxième expression que vous avez dans les slides du cours. Ensuite, si on veut tomber sur les deux autres expressions, voilà comment on doit s'y prendre. La première étape, c'est qu'on doit effectuer le carré à l'intérieur de cette parenthèse, ce que j'ai fait ici pour vous. Et ensuite, on peut distribuer le fi sur n à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Ça, c'est une étape que j'ai pas notée. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra aussi distribuer la somme à chacun des termes. Ce que vous voyez ici. Donc, on a la somme de ce terme-là fois fi sur n, qui est ici, moins la somme de ce terme-là fois fi sur n, qui est ici, plus la somme de ce terme-là fois fi sur n qui est ici. Mais vous voyez que également ici j'ai fait une autre étape, c'est que j'ai sorti certaines des constantes de chacun des signes de sommation. Donc ici on avait la somme de ce terme-là fois fi sur n, mais dans ce terme-là on avait un 2 fois x bar frec qui sont des constantes car elles ne dépendent pas de i, et donc on a le droit de les factoriser en dehors de la somme. Ce que j'ai fait ici. Pareil pour le dernier terme, à l'intérieur de la somme, on avait un x bar carré frec que j'ai sorti à l'extérieur de la somme car il ne dépend pas de i. Une fois qu'on fait ça, pour passer à la ligne suivante, il y a deux petites astuces. La première, c'est que cette dernière somme ici, quand on somme sur toutes les classes les fréquences relatives de chaque classe, eh bien le résultat de cette somme est toujours égal à 1. Et donc, on peut simplement supprimer ce terme-là, parce qu'il se simplifie en un 1. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il ne vous reste plus que cette constante-là. Pour ce qui est du terme du milieu, alors, en fait, il nous reste la somme des xi bar
des xi points fois fi sur n, mais on a vu précédemment que ce terme-là, c'est exactement égal à la moyenne, à x bar frec. Donc en fait, ici, on aura 2 fois la moyenne fois la moyenne, donc 2 fois la moyenne au carré. Et ensuite, pour passer de cette ligne-là à la suivante, eh ben simplement, on a moins 2 fois la moyenne au carré, plus la moyenne au carré, ce qui nous fait moins la moyenne au carré. Et donc ça, c'est une des expressions, la troisième expression que vous avez dans les slides du cours. Et finalement, la dernière expression, on redistribue le n à l'intérieur de la parenthèse. Et donc, on le distribue dans la somme ici. Et donc, il va s'annuler avec le divisé par n qui est là. Mais on le distribue également à l'autre terme qui est ici. Et donc, on aura n fois x bar carré frec. Notez aussi finalement que ici, j'ai décidé de mettre une parenthèse alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'était simplement pour bien signifier qu'ici, on est en train de semer seulement ce terme-là entre parenthèses et qu'ensuite, les autres termes ici, ils sont en dehors de cette somme-là. Avant, il n'y avait pas trop cette confusion parce qu'on avait une somme pour chacun des termes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.